à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouvel update lecture et ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, j'avoue, j'ai eu un peu de mal. Alors là pour le coup on est sur des lectures, je pense peut-être du mois d'avril ou début mai, je ne sais plus. Voilà, le premier roman que j'ai lu c'est Le syndrome des cœurs brisés de Salomé Bodino aux éditions de l'Observatoire. Et dans cette histoire on va suivre Victor et Lola donc qui sont en couple. Et en fait leur vie va totalement basculer le jour où ils vont succomber à la dernière mode. C'est-à-dire qu'ils vont s'offrir les services du logiciel TimeWise. C'est un nouveau logiciel qui peut prédire l'heure, quasiment, le jour en tout cas, de votre rupture. Il peut dire combien de temps en fait il vous reste à vivre ensemble. Est-ce que l'un de vous va mourir? Est-ce que, je sais pas, l'un va tromper l'autre? En fait, on n'est jamais certain de quoi que ce soit, on sait juste que bah voilà, eux, ils sont voués à vivre encore 2 mois ensemble. Dur parce que Lola et Victor sont un couple vraiment très amoureux. C'est un jeune couple pour le coup je crois, ils sont pas ensemble depuis très longtemps mais vraiment c'est le jeune couple idéal, ils se sont jamais disputés, ils font plein de concessions sur tout, ils s'entendent super bien etc. Et ils comprennent pas du coup. Ils comprennent pas pourquoi est-ce qu'il ne leur reste que 2 mois à vivre. Et du coup ils vont essayer de comprendre parce que quand même le logiciel il vous donne des indices. Il vous dit à quel pourcentage, quel pourcentage vous avez de chance pour que, je sais pas moi, l'un de vous décède ou des trucs comme ça. Donc ils vont vraiment bien se prendre la tête. Jusqu'à une chute que je ne vous révélerai évidemment pas, je l'avais un petit peu vu venir mais ouais non, c'était plutôt bien comme chute je trouve. Alors moi je vous avoue que dans cette lecture j'en suis ressortie un petit peu mitigée même si j'ai mis des signets parce qu'il y a quand même des choses très intéressantes dedans. Lola elle est très passive, elle suit son Victor, hein. Il décide de faire des trucs totalement chelous, elle est en mode si tu veux, vas-y. Et Victor du coup moi ça m'a paru très particulier parce que j'ai déjà un Victor moi, j'ai mon Victor moi qui est aussi professeur de musique comme ce Victor là. Du coup ça m'a un petit peu perturbée. Bon j'espère que mon Victor est moins névrosé que celui-là parce que clairement là-dedans c'est très compliqué. Je me suis pas vraiment attachée au personnage, c'est un petit peu mon regret dans cette lecture. Je me suis pas du tout attachée au personnage. J'ai regardé un petit peu l'évolution de leur histoire d'amour comme on regarde un documentaire, d'un œil assez indifférent et lointain. J'ai analysé leur personnalité, j'ai analysé leurs relations etc. Mais voilà, ça m'a pas plus ému que ça. J'ai beaucoup aimé la plume de Salomé Bodino qui est je crois que c'est son premier roman, c'est ça, premier roman. Il y a plusieurs réflexions qui sont intéressantes, notamment forcément sur le couple, sur l'amour. Est-ce que finalement si une nouvelle technologie prouvée par plein d'études et tout nous dit que je sais pas moi, on va mourir dans 2 mois, est-ce que ça va vraiment se réaliser? Là pour le coup c'est est-ce que leur couple va vraiment durer uniquement 2 mois? Est-ce que ça va se réaliser? Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça? À quoi s'attendre? Parce qu'en fait finalement aussi la relation amoureuse c'est plein d'incertitudes et j'ai trouvé justement que ce roman montrait ça aussi, c'est-à-dire que vous êtes pas certain de finir votre vie avec votre moitié actuelle, vous en savez rien en fait, moi non plus j'en sais rien, personne n'en sait rien, on sait pas ce qui peut arriver. Et je trouvais en fait que ce logiciel là il pouvait réactiver un peu les craintes qu'on pouvait avoir. Est-ce qu'il va me tromper? Est-ce qu'il va mourir? Est-ce que il y avait quoi encore à cause des beaux-parents je crois, il y a un truc comme ça. Il y a plein de choses en fait comme ça et ce sont des choses incertaines, on sait pas si ça va arriver, ça arrive à plein de couples, ça arrive à d'autres, ça arrive pas qu'aux autres, vous voyez ça réactive plein de choses comme ça et je trouvais la question très intéressante surtout sur le thème des nouvelles technologies. Ensuite ce que j'ai aussi beaucoup apprécié c'est ces relations qui s'entrecroisent. Il y a un moment donné où on vous dit voilà quand ils découvrent qu'ils n'ont que 2 mois à vivre, en fait leurs amis ils sont là, ils sont vraiment désolés pour eux mais ils sont surtout très contents que ça soit pas tombé sur eux. Des choses comme ça en fait et c'était super bien dit. Voilà, une fois sur le trottoir ils marchèrent bras dessus bras dessous, heureux comme si leur voiture avait freiné à -1 d'un ravin de 700 mètres de haut. Ils en étaient bêtement plus amoureux, soudés devant le malheur de l'autre, car la chute est un indéniable levier faisant s'élever le milieu opposé. Le niveau opposé, pardon, pas le milieu, faisant s'élever le niveau opposé. Et c'est tellement vrai.
C'est tellement vrai, ils étaient tellement contents de pas l'être. Bref, pas trop attachée au personnage, l'intrigue m'a un petit peu... en fait, c'était vraiment les réflexions et les thématiques abordées qui m'intéressaient pour le coup. Et voilà, pour la petite histoire, le syndrome du cœur brisé, c'est quelque chose qui existe vraiment, c'est une maladie cardiologique, donc cardiaque. Ça s'appelle le syndrome du Takotsubo parce que je crois que ça a été décrit au Japon en premier. Qu'est-ce que c'est? C'est une cardiopathie, donc une affection cardiaque si vous préférez niveau vulgarisation, qui touche la personne qui est extrêmement émue à un moment donné. Ça peut vous toucher par exemple après une rupture, ça peut vous toucher après vraiment un choc émotionnel. C'est vraiment pathognomonique, c'est un choc émotionnel et vous avez du coup ce Takotsubo, cette cardiopathie. Donc en fait ce sont des patients qui sont hospitalisés en cardiologie et qui sont vus par des psychiatres. C'est assez voilà. Et il y a un parallèle dans ce roman qui est plutôt bien fait, j'ai bien aimé son abord justement du Takotsubo. J'attendais vraiment avec impatience de voir si elle avait employé le mot ou pas, parce que appeler son roman le syndrome des cœurs brisés, je trouvais ça, enfin j'aurais trouvé ça dommage si elle ne parlait pas du tout de cette maladie. Et en fait si elle en parle, et elle en parle très bien, j'ai trouvé ça très très bien. La façon de l'amener en fait, c'était pas forcément le plus... C'était pas forcément ce que j'avais prévu, donc forcément c'était chouette. Après voilà, comme je vous ai dit au niveau des personnages, Lola globalement elle suit pas mal Victor. Victor il est totalement perturbé par cette nouvelle, lui qui pensait finir sa vie avec sa belle Lola, il comprend pas, voilà, est-ce qu'elle va le tromper, est-ce qu'il va se passer un truc, et du coup il va chercher à tout éliminer comme possibilité, et j'ai trouvé ça assez particulier aussi. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé la chute, j'ai beaucoup aimé la fin, il y avait un petit côté surprenant même si, alors je m'y attendais un petit peu mais pas de cette façon là, donc très chouette. J'ai beaucoup aimé la fin, voilà, ça a été une très bonne lecture pour moi, même si je me suis pas attachée au personnage autant que je l'aurais voulu. Ensuite j'ai lu Eden Island, le tome 1 d'Anna Klestel aux éditions Inceptio. J'ai été ravie de lire ce roman qui m'avait été dédicacé par Anna. En plus le tome 2 sort là en juin, donc clairement si vous voulez vous faire le diptyque, écoutez, vous n'avez plus aucune excuse, les deux tomes vont sortir là, le tome 2 est prévu pour juin. Dans cette histoire nous suivons Analia et Aylan. C'est ça. Donc Analia, elle vit sur Eden Island depuis toujours, depuis qu'elle est toute petite. Elle a grandi sur Eden Island, elle respecte toutes les règles à la lettre. Elle est vraiment à fond, voilà. On aborde vraiment ces thèmes de citoyenneté, d'environnement, de dictature, d'endoctrinement aussi je dirais. Et bref, on est sur cette île là, donc Eden Island, l'île un peu du paradis dans ce monde post-apocalyptique. Donc c'est vraiment cette île là qui a la technologie, qui fonctionne super bien, vraiment au niveau de l'environnement il y a des trucs très chouettes qui sont proposés. Il y a différentes îles, il y a une hiérarchie en fonction, en fait ils n'ont plus de nom de famille, tu portes un numéro je crois. Je crois que c'est ça. Et du coup il y a une hiérarchie en fonction de ton numéro, en sachant qu'il n'y a pas de numéro 1 parce que c'est le fondateur de l'île, enfin voilà, des trucs comme ça. Et c'est super bien fait, j'ai trouvé qu'au niveau des technologies abordées c'était très intéressant. On y croyait presque en fait. J'étais vraiment sur cette île avec Analia à découvrir les moyens de transport, à découvrir les moyens de l'éducation. Il y a aussi ses premiers émois amoureux etc. Mais vraiment le développement de l'île était très chouette. Et puis à un moment donné on se retrouve avec Aylan. Aylan lui c'est le jeune homme qui a grandi en dehors de l'île. Donc vous découvrez alors le monde clairement ravagé, en guerre, la famine, la misère, vraiment tout ça. Et Aylan il va être amené à arriver sur l'île, voilà, vous verrez comment. Et il va rencontrer Analia. Et c'est là que vous allez vous apercevoir que la vision qu'Analia a d'Aylan et de ces sauvages un peu perturbés qu'on empêche de venir à Eden Island. Oui, je vous l'ai pas dit, autour d'Eden Island il y a une barrière. Il y a une barrière qui fait que vous ne pouvez pas rentrer, vous ne pouvez pas non plus sortir en fait, finalement. Parce que s'il y a une barrière, ça marche dans les deux sens. Si vous la passez, vous mourrez. Je sais plus, c'est assez... vous le voyez dès le début, hein, je vous spoile pas. Mais voilà, il y a une barrière qui coupe Eden Island du reste du monde. Donc elle est autosuffisante aussi quelque part. Et voilà, vous avez justement ce jeune homme qui va être amené sur Eden Island. Alors que c'était pas forcément son souhait premier, hein. Il a une certaine vision d'Eden Island qu'il va partager avec Analia. Et ils vont s'apercevoir qu'il y a des trucs qui vont pas. Ah, ils vont s'apercevoir qu'il y a des secrets là sous plein de choses. Ils vont s'apercevoir qu'on leur ment sur plusieurs choses, que c'est quand même pas si éthique que ça de tuer des enfants, des migrants, des gens dans la misère parce qu'ils veulent venir sur Eden, sur l'île Eden. Je dis ça parce que bah voilà, il y a la barrière, je vous ai dit, si vous la franchissez vous mourrez. Donc en fait les migrants ils attendent derrière la barrière en mode voilà. Et il y a tout ça en fait autour, vous découvrez vraiment cet univers, c'est très très chouette. Je peux pas vous en dire plus parce que ça serait vous spoiler, mais il y a une révélation. Il y a une révélation, je me suis dit non.
sérieusement. Ils vont vraiment découvrir les secrets et les travers de cette île et voilà, la couverture parle d'elle-même. Vous avez un crâne, si jamais vous ne le voyez pas, là c'est le crâne avec les yeux ici. Et puis bah là c'est tout rouge quand même, hein. Ça veut tout dire. La fin, on termine sur une sorte de cliffhanger. Pour le coup, je trouve que la fin est très bien parce qu'elle marque vraiment une différence. Là, on va se retrouver vraiment dans une autre configuration dans le tome 2. Vraiment, vous le voyez dans le tome 1. Il y a une sorte de cliffhanger, même si... Bon, j'ai un petit peu compris ce qui s'était passé, je pense, mais j'ai trouvé ça très bien fait. J'ai trop hâte de lire le tome 2, je vais le lire cet été clairement. Pas dès que je l'aurai reçu, mais cet été, je pense en juillet-août, hein, clairement il va passer à la casserole pour terminer cette saga en 2 tomes. Je vous le conseille, c'était vraiment une très bonne lecture. C'était pas non plus trop young adulte, il n'y avait pas non plus trop de romance, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça n'a pas empiété sur l'histoire principale, ça n'a pas empiété sur l'univers. Il y a une romance, il y en a même un peu plusieurs finalement. Voilà, on voit vraiment les premiers émois amoureux et tout ça, mais... ça reste vraiment dans ce côté un peu young adulte, je dirais, parce qu'ils sont tous jeunes adolescents. Mais vous avez vraiment ce message d'environnement, d'endoctrinement, etc. qui est très intéressant. Et ça ne gâche pas l'histoire. Vraiment, ça a été une très bonne lecture pour moi. Je vous le recommande chaudement, surtout que la suite arrive du coup. Ensuite, encore une très bonne lecture. Décidément, ça va être l'update lecture des très bonnes lectures. J'ai découvert La Maison sans miroir de Tove Alsterdal aux éditions Rouergue Noir. Pour le coup, on découvre Daniel et Sonja qui quittent la Suède pour aller s'installer en Bohème, c'est une région en Tchéquie. Ils se sont installés dans un vieux domaine viticole. Vraiment une maison où il y a tout à refaire, hein. Clairement, on vous dit, il faut refaire l'électricité, il faut refaire l'eau. Ils dorment dans des lits derrière la cuisine, des choses comme ça. Enfin, tout est à refaire. Allez savoir pourquoi. Daniel, lui, plutôt que de se dire, on va remettre les priorités, c'est-à-dire l'eau, l'électricité et tout ça, pour bien vivre en fait dans leur maison quand même décemment à un moment donné, il se dit tiens, c'est bizarre, sur les plans de l'architecte, la cave était plus grande. Je vous en avais parlé en sortie littéraire je pense et en pile à lire. Clairement j'ai trouvé la façon de faire très particulière parce que, mais elle vous le dit hein, même sa femme qui s'appelle donc Sonja, elle est en mode, nous on suit Sonja en fait et Sonja elle est en mode mais je me souvenais pas que c'était sur les priorités la cave. Bah non, je ne pense pas, bon bref, il va trouver qu'en effet il manque un bout de cave en fait. Et ils vont se retrouver avec une arrière-pièce qui était murée. Et dans cette arrière-pièce, il y a plein de vins parce qu'on est quand même sur un domaine viticole, hein, donc des vrais millésimes de 1937 me semble-t-il, qui sont pas terribles quand même, il faut le savoir. C'était des millésimes, ils sont bien mignons mais faut pas les ouvrir quoi. Et bah malheureusement, non loin de là, il y a un enfant momifié. Voilà, un enfant au stade de momie. Ce qui est plutôt bien fait. C'est mon côté glauque qui parle, mais ce qui est plutôt bien fait, c'est qu'on vous explique pourquoi la momification est possible dans ce cas de figure, parce que sinon, bah, je suis désolée, mais quand on meurt, c'est putréfaction et basta en fait. Voilà, la momification, elle apparaît vraiment dans des conditions extérieures assez précises, et le fait que ça se passe dans une cave et surtout une cave à vin où on conserve justement ce vin et tout ça, ça explique le truc. Je trouve que c'était plutôt habile de la part de l'auteur. Et finalement, je me suis pas retrouvée vraiment dans un polar ou dans un thriller. On se retrouve vraiment avec Sonja qui va essayer de découvrir la vérité sur cet enfant qui est très rapidement enterré. L'enquête est très rapidement classée. Donc vraiment, ne vous attendez pas à une enquête du feu de Dieu avec plein de choses. C'est plutôt Sonja qui va essayer de se renseigner sur la maison, sur plein de choses. Et il faut savoir que la maison avait été abandonnée depuis 1937, 30 quelque chose, je sais plus, depuis en tout cas la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qu'on vous dit. Et en fait il faut savoir qu'on est dans la région des Sudètes. Les Sudètes ce sont notamment ces Allemands qui n'étaient pas en Allemagne. Si vous voulez, durant la Seconde Guerre mondiale, si je ne me trompe pas, vous aviez justement donc les Allemands en Allemagne et des Allemands qui n'étaient pas en Allemagne, qui étaient du coup pour le coup en Tchéquie. Bref, ils étaient à ce moment-là en Tchéquie. Et il y a eu tout un truc avec tout ce qui est accord de Munich et tout par rapport aux Sudètes. Je suis pas prof d'histoire, j'ai pas envie de vous refaire un cours d'histoire, mais c'était éminemment intéressant, vraiment. Moi je me suis baladée sur Google dans toutes ces histoires des Sudètes que j'avais mais
dont j'avais absolument pas connaissance en fait. Je me souviens même pas qu'on en ait parlé en histoire, pourtant la Seconde Guerre mondiale on l'a fait en long, en large et en travers, mais je trouve qu'on se cantonne toujours aux mêmes choses, ce qui est très important bien sûr, les camps de concentration et tout ça c'est super important, enfin c'est évident, c'est une certitude, mais cette histoire des Sudètes est aussi très intéressante parce que finalement ce sont des gens qui se sont retrouvés déracinés de chez eux, c'est-à-dire que ce sont quand même des gens qui ont eu un parcours particulier et bah c'est cette histoire que vous avez dans ce roman. J'ai peur de vous en dire trop, rien qu'en vous donnant la vraie histoire avec un grand H. Du coup je m'arrête là. Mais voilà, la région des Sudètes et tout ça, un ancien domaine viticole de la région des Sudètes, tout ça. Et puis on vous dit bien à un moment donné... voilà, région brutalisée par l'histoire, où l'on accroche plus de miroirs au mur de peur d'y voir surgir des fantômes. Et j'aimais beaucoup en fait cette référence au titre dans le roman, qui est très très chouette aussi. Au niveau des personnages, on a Sonja et Daniel, on comprend très vite qu'en fait leur couple bat de l'aile et ils ont changé de pays, c'est pas pour rien en fait, on découvre assez vite, on découvre petit à petit hein, par contre, ce qui fait que leur couple bat de l'aile, on découvre vraiment réellement sur la fin, mais j'ai bien aimé l'espèce de petite enquête menée par Sonja parce que clairement ça m'a fait voyager dans la Seconde Guerre mondiale et surtout dans un aspect dont j'avais pas connaissance, je connaissais pas du tout cette histoire là, ce côté de l'histoire en fait, ce côté là de l'histoire avec un grand H encore une fois, et j'étais ravie de plonger dans ce roman, ça a été une très bonne lecture, j'ai mis des signets parce que c'était vraiment très bien écrit, il y a des réflexions sur les relations aux autres etc qui étaient vraiment très chouettes, rien que cette phrase là j'avais beaucoup aimé, pourquoi envelopper l'enfance dans un brouillard nostalgique, n'était-elle pas ennuyeuse la plupart du temps? Personnellement, je ne voudrais pas la revivre. Et elle répond, je ne sais pas, probablement parce qu'il appartient au passé, à l'époque c'était plus facile d'être heureux. Et en fait, ça m'a fait... réfléchir sur moi-même. Souvent je mets des signets quand ça me fait réfléchir sur moi-même. C'est vrai que l'enfance, on a toujours une façon d'idéaliser son enfance, alors sauf pour ceux qui ont une enfance terrible bien sûr, mais quand votre enfance a été plutôt sans heurts et plutôt joyeuse, on se dit ah franchement j'aurais jamais dû grandir, c'est incroyable, maintenant on a plein de responsabilités, c'est embêtant et tout, et en fait on idéalise un petit peu le truc parce que c'était pas si marrant que ça non plus, parfois on s'ennuyait pas mal et on n'avait rien à faire. Et on était à la merci des adultes. Enfin voilà, il y a plein de choses sur lesquelles réfléchir. Et là, pareil, cette réflexion-là, clairement, je l'ai mise en grand dans mon carnet de citations. On dit toujours qu'il faut vivre dans le moment présent, mais c'est impossible. Le présent n'existe pas, il disparaît à chaque seconde. Chaque fois que j'ai essayé, le passé m'a rattrapé. Et après, un peu plus loin, c'est selon moi, ce n'est pas le présent que nous visons, mais l'avenir. Dès que nous le perdons des yeux, quelque chose meurt en nous. Tout au plus, le présent est-il le moment où commence l'avenir, une sorte de table rase, cet instant précis où l'on découvre de l'autre côté de la vitre un horizon dont on ignorait tout, où on comprend que tout peut arriver et que plus rien ne sera comme avant. Et mon dieu, alors ça vous voyez c'était vraiment dans les premières pages, mais vous savez que cette citation m'a fait beaucoup réfléchir parce qu'en effet le présent n'existe pas, il est déjà révolu, ce que j'ai dit il y a une minute est déjà du passé, et même il y a une seconde, là, maintenant, là on est encore dans le passé, oh ça y est, et au final... je crois que j'ai utilisé cette citation en consultation parce que justement on a toujours des patients qui ont du mal à se projeter vers l'avenir etc. Et même pour nous c'est parfois difficile, il faut le savoir. Je pense qu'on a tous des questionnements sur l'avenir etc. Et c'est vrai que relativiser comme ça et se projeter vers l'avenir c'est pas toujours facile. Et ce genre de citation je trouve que ça invite vraiment cette projection qui est importante. Bref, c'était un roman qui m'a fait énormément réfléchir, qui m'a beaucoup plu sur le plan historique avec des relations très particulières qui sont bien développées et développer petit à petit, vraiment on va pas trop vite, on vous invite à connaître plein de personnages différents mais pareil on va pas trop vite, on a différentes réflexions, différents thèmes abordés qui sont importants, j'ai adoré cette lecture, vraiment je l'ai dévoré, je l'ai pas dévoré, je l'ai dégusté, c'est vraiment ça le mot, je l'ai pas dévoré rapidement, ça c'est sûr, parce qu'en fait je ne voulais pas le terminer rapidement, c'était un petit bonbon que j'ai doucement savouré, je vous le recommande chaudement si jamais l'histoire vous attire. Ensuite j'ai lu, que dis-je, j'ai écouté 1991 de Franck Thillier, c'est aux éditions Fleuve Noir, alors évidemment je ne l'ai pas parce que je ne l'ai pas acheté, je pense que je vais attendre la version poche, clairement je vous l'annonce tout de suite, ça a été un coup de cœur pour moi. Dans 1991 vous commencez en fait avec Charcot. Charcot c'est clairement la saga phare de Franck Thillier, moi je n'en ai lu aucun. Donc voilà, si vous vous demandez si on peut le lire en n'ayant lu aucun Charcot, bien sûr que oui, parce qu'en fait on va le suivre alors qu'il arrive au 36 quai des Orfèvres. Donc clairement vous le suivez
avant, et j'imagine que vous avez des petits clins d'œil justement qui sont repris dans les romans qui sont parus avant, bizarrement, enfin c'est un peu bizarre, mais voilà, j'imagine que Frank Tilly a disséminé des choses pour les grands fans de la saga. Moi personnellement, étant donné que je n'avais pas lu de Charcot du tout, j'ai commencé par celui-ci et mon dieu, mais qu'est-ce que c'était bien, mais qu'est-ce que c'était bien, je suis trop contente de l'avoir lu, enfin de l'avoir écouté et lu. Il me semble que j'ai l'e-book, non ? Je sais plus. Non, je l'ai écouté. Et moi dans ma voiture, écouter des thrillers ça passe nickel, et Tillier et Chatham dans ma voiture c'est nickel. Clairement, c'était une de mes meilleures lectures de ces derniers mois, en thriller en tout cas. Vraiment ça c'est l'apothéose là pour le mois de mai. C'était un coup de cœur. Vraiment je reste dessus, je suis en train d'y repenser et c'était vraiment bien. On est un peu sur 2 enquêtes en parallèle. Charcot reprend une vieille enquête parce que voilà, le dossier est pas classé, on a toujours pas trouvé le coupable, etc. Et vous allez avoir une réponse à cette question. Et on va aussi avoir une seconde enquête. Charcot va se retrouver avec vraiment une énigme. Je pense que je peux pas vous dire grand chose dessus parce que en fait vous avez des sortes d'énigmes avec un peu le domaine de la magie, avec le domaine de l'illusion surtout aussi, et c'était très chouette, et là je suis en train de penser au dénouement, aux révélations, au côté psychiatrique très fin de ce roman. C'était vraiment très très bien fait. J'avais grillé à peu près à la moitié parce qu'il y a un mot, je crois, il y a une phrase qu'il dit à un moment donné. Je sais plus si c'était à un quart ou la moitié parce que comme c'était en audio c'était compliqué, mais il y a une phrase qui dit, et je me suis dit tu n'emploies pas ces mots là pour rien. Il y a vraiment des phrases je trouve dans les thrillers ou les polars, elles sont particulièrement tournées et en fait à chaque fois je me dis oh ça c'est pas là pour rien, et pas manqué hein, clairement j'avais le dénouement, enfin j'avais le final, c'était extrêmement bien fait. Il y a eu beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements, un côté un peu vaudou, magie, illusion, trop chouette. Vraiment j'ai adoré ça, j'ai adoré découvrir Charcot dont j'ai beaucoup entendu parler mais que je n'avais jamais découvert avant en lecture. Donc j'ai adoré découvrir cet homme là. Ses débuts dans la police aussi, donc ce côté un peu je sais pas si c'est vraiment, enfin c'est pas ça, mais je sais pas si j'aurai du temps accordé à une famille, je sais pas si ça sera toujours comme ça, est-ce que je passerai vraiment toujours Noël comme ça, voilà, parce qu'en plus on est au moment des fêtes de fin d'année et tout ça, donc il y a vraiment des réflexions sur sa vie personnelle et professionnelle qui sont très pertinentes et que j'ai beaucoup apprécié. Il y a un côté old school, hein, clairement il y a un côté vintage, parce qu'on est en 1991 et qu'on utilise le Minitel et qu'on utilise une espèce de Walkman, là même pas, les cassettes, c'était Walkman cassette. Attendez, je me rappelle de mon enfance parce que moi en 1991 j'avais 1 an. Du coup moi quand j'étais petite déjà c'était les Walkman cassettes, puis CD. Les CD c'était la révolution les gars. Pff, les CD, les Walkman CD, mais laissez tomber. Moi j'étais avec mes cassettes en voyage scolaire et on me prêtait le Walkman CD avec des CD pour que tu découvres des musiques, mais j'étais trop... Voilà, c'était la révélation. Maintenant on n'utilise même plus vraiment les iPods et tout ça, on est passé carrément sur le téléphone et puis basta. Non, c'était trop bien cette petite ambiance 91 là, saut 90 en fait. J'ai adoré replonger dans cette époque là, même le fait qu'il n'y ait pas de téléphone portable. Franchement, dans une enquête c'est compliqué. Vous êtes au fin fond des bois, vous découvrez quelque chose et ah merde, bah ouais, c'est pas il n'y a pas de réseau, c'est j'ai pas de téléphone en fait. Et c'était trop bien ce côté là. Je pense que ça a ajouté un vrai plus, le fait que ça soit en 1991, et c'est sûrement ça qui m'a fait aussi le plus apprécier ce roman. J'ai beaucoup apprécié Charcot et ses différentes réflexions. J'ai adoré l'enquête, vraiment l'intrigue je vous en dis rien du tout parce que c'était trop bien, ça mélangeait plein de thèmes différents. On nous baladait un peu dans tous les sens, même si j'avais compris certaines choses, on nous baladait quand même, et non, c'était vraiment super bien. Un beau coup de cœur pour 1991 que je vous recommande chaudement du coup. Et puis je vous montre simplement un graphique. J'ai lu Raven de Kémi Garcia et Gabriel Piccolo aux éditions Urban Link. Là pour le coup on est dans une revisite de l'histoire de Raven, qui fait partie du coup des Teen Titans, hein, voilà. Je vous montre un peu au niveau des graphismes, on est sur ça. Oh, je vais pas vous montrer un truc spoilant. On découvre Raven alors que à 17 ans elle a déjà perdu sa mère adoptive, elle va vivre avec
sa cousine adoptive et sa tante adoptive finalement. Et au final elle va se reconstruire petit à petit, elle va découvrir le lycée avec sa cousine et tout ça, les premiers émois amoureux et puis aussi ce secret qui est derrière sa propre existence en fait. Qui est vraiment Raven, est-ce qu'elle peut vraiment entendre les pensées des autres, etc. Personnellement c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui est assez sombre, que j'apprécie beaucoup et on se retrouve face à une Raven un peu désemparée face à l'étendue de ses pouvoirs, face à certaines choses aussi, à des voix, etc. Et ça m'a beaucoup plu en fait forcément. C'était une très bonne entrée en matière en tout cas pour Raven je trouve. C'est bien précisé que c'est un récit complet, mais voilà, je trouvais, il y a une petite préface je crois. Je sais plus, il y a un moment où elle explique l'auteur pourquoi elle a pu reprendre Raven. Ah bah voilà, un avant-propos. Et voilà, ça vous dit un petit peu dans quelle mesure elle s'est réappropriée l'histoire de Raven. Et j'ai trouvé ça très chouette. Donc voilà, je voulais vous le montrer aussi en passant. Donc voilà pour cette vidéo, je vais maintenant aller filmer le book haul que vous avez déjà eu. Oui c'est ça, les piles à côté de moi c'est pour le book haul. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des romans que je viens de présenter. Je vais essayer de faire un petit peu plus d'update lecture sur la chaîne parce que clairement j'ai laissé trop de temps passer et du coup il a fallu que je relise mes avis publiés sur Instagram pour être sûre de pas oublier trop de notions dans mon avis, parce que du coup oui je m'en souviens, oui j'ai apprécié ces romans mais ils sont un petit peu loin pour moi après autant de temps. Du coup je vais vraiment essayer d'en faire plus régulièrement parce que ça me plaît beaucoup. Pour ça il faudrait que je lise un petit peu plus aussi, c'est une autre histoire, ça c'est vraiment une autre histoire. J'aimerais bien en faire un à la fin du mois en tout cas. On verra bien. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire pour me dire tout ce que vous avez à dire sur ces lectures, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.